Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. Vous avez été très inspiré, Doc Mayou. Effectivement, hier soir, j'allais dire j'ai eu la chance. Non, j'ai eu l'occasion d'entendre à la télé Nadeau-Dubois qui a déclaré que la désobéissance civile est parfois nécessaire. Bon. C'est interpellant. C'est interpellant, surtout que l'histoire est truffée de désobéissance civile, de gestes criminels qui ont conduit à des changements. Nadeau-Dubois est sûrement une émule de Nelson Mandela, qui était avocat et a posé une bombe. Il a fait sauter une bombe qui l'a conduit directement au pénitencier pour 27 ans. Maintenant, on connaît la suite. Il a été adulé. Puis, désobéissance civile est parfois nécessaire. Ça m'a amené à réfléchir à la désobéissance, puis à me regarder. Et je ne suis pas le plus obéissant. Non. La limite de vitesse de 100 km des autoroutes, je respecte jamais ça. J'aime autant vous le dire, là, c'est dangereux. Lorsqu'il y a du trafic pour la peine sur la 40, puis vous roulez à 100 km, tout le monde vous dépasse. Et vous devenez un emmerdeur routier. C'est un exemple de désobéissance civile. Maintenant, la majorité a parfois droit de citer. La limite de vitesse de 100 km, cette aberration idiote, appliquée par je ne sais pas quel imbécile sur nos autoroutes québécoises, la même vitesse qui était sur nos routes régionales. C'est incroyable. Il faut le faire. Je suis d'accord, mais j'amènerais une nuance. Oui. Permettez-vous que... Avez-vous d'autres choses à dire là-dessus ou on jase? Oui, on Parce jase, que oui. j'ai réfléchi beaucoup là-dessus ce matin. Puis c'est pas tout le monde qui peut désobéir. Ça prend du jugement pour désobéir. Non, mais c'est vrai. J'ai essayé d'avoir une réflexion sérieuse sur la désobéissance. Tu sais, il y a la surobéissance. Ça, c'est des gens soumis. Oui, soumission. Exact. Puis ils vont se soumettre à tout. Là. Ils Oui. vont rouler 99 km/h, tu sais, sur l'autoroute. Tu sais, comme vous, là, la limite... Moi non plus, j'ai jamais roulé à 100. Là. Je suis pas capable. Là. Puis, mais par contre, rouler 60 dans une zone scolaire, c'est pas fort. Exactement. Tu sais, fait que ça prend du jugement. C'est pas désobéir pour désobéir. Exact. Puis, il y a des gens qui désobéissent puis qui sont épais. Oui. Ils ne voient pas les conséquences, ne voient pas ce que ça peut amener à leur détriment puis au détriment des autres, là. Intéressant. Tu sais, que ce soit, un exemple, un étudiant qui décide de ne pas faire son devoir parce qu'il est paresseux, il a désobéi au prof, c'est un épais. Il se nuit à lui-même en désobéissant. Par contre, tu n'as pas le droit de courir dehors dans la cour d'école, puis tu as envie de bouger un peu. C'est une règle épaisse. Donc, comprenez-vous ce que... Très bien. Ça prend un jugement pour désobéir. L'obéissance aveugle, pour ceux qui n'ont pas compris, l'obéissance aveugle, oxy tout jugement. Là-dessus, littéralement. Alors, si vous êtes aveuglement obéissant, vous n'avez plus de jugement. Vous n'utilisez plus votre jugement. Vous le remisez, sinon le détruisez. La désobéissance sans jugement fabrique des dangereux. Ils sont dangereux. Si vous désobéissez et que vous n'avez pas de tête sur les épaules, vous êtes dangereux. Tu sais, je vais donner un exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. L'enseignante qui est montée là, dans le pont Jacques-Cartier. Okay, elle s'est fait arrêter. Puis elle, c'est pour, elle veut manifester concernant les changements climatiques, puis on doit se préoccuper de tout ça. Admettons qu'elle perd sa job, là. C'est un manque de jugement. En tout cas, selon moi. Oui. Elle a fait des années d'université pour avoir son diplôme, pour enseigner, puis là, pour manifester,
pour faire entendre son point, elle va perdre sa job. Il me semble qu'elle aurait peut-être prendre une journée de plus pour penser à une autre idée. Non, mais tu sais, c'est ça quand même. C'est ce qu'appuie Nadeau-Dubois. Ah oui, c'est pour ça qu'il s'était exprimé comme ça, que la désobéissance civile peut être nécessaire. Oui. Attends un petit peu. Mais à quel prix? Maintenant, dans notre vie quotidienne, vous savez, la vaste majorité des rapports interpersonnels entre deux personnes ou entre un adulte et un enfant au Québec, c'est le rapport dominant-dominé. Il y en a un qui bosse, puis l'autre qui obéit. Et là, j'inclus les couples. Ne pas dire qu'il y a des madames qui essayent de contrôler le monsieur, là. Non. Puis de leur dire quoi faire. Contrôler, ça, c'est pas grave. Bosser. Donner des ordres. Pour voir s'il y a des femmes qui donnent des ordres. Et il y en a une coupe. Moi, t'as te le dire. Puis si le boss ne rencontre pas l'obéissance aveugle, il va se passer de quoi? Mais il y a le boss à la job aussi. Oui. Il y a des bons boss. Il y a des boss qui amènent la désobéissance. Maintenant, les relations parents-enfants. Là, le problème que je vois souvent, qui se rajoute, c'est l'histoire des gardes partagées. Alors, les amis, à qui va obéir l'enfant qui est une semaine à une place, une semaine à l'autre? Et à qui va désobéir l'enfant? Parce que tu ne peux pas obéir aux deux, là. Parce qu'il y a un paquet d'ordres contradictoires. Ce qu'on entend, c'est quand tu es chez nous, ça se passe comme ça chez nous. Quand tu es chez ta mère, ça se passe de même. Mais chez nous, tu respectes mes règles. C'est ça qu'on entend souvent. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça, là. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Si ça s'arrêtait là, ça serait pas pire. Quand tu vas en Chine, tu viens en chinois. Bon! Quand tu visites, tu obéis à mes règles. Quand tu seras là-bas, ben l'autre, il faut que tu obéisses aux règles de l'autre. Mais souvent, c'est contradictoire. Et là, il va y avoir des directives pour lorsque l'enfant va être chez l'autre. Si ça s'arrêtait seulement dans la piole de chacun, c'est discutable. Ça ne s'arrête pas là. Non. Alors là, il y a un paquet de monde qui sont pris et qui vont vivre la désobéissance à partir d'un bas âge. C'est quoi l'impact sur le psychisme? Là, ils se sentent... Parce que c'est nécessairement un bris de loyauté. Oui. Il y a nécessairement un bris de loyauté. Dans toutes les sphères, là. Que ce soit au travail, à la maison, à la famille. Si tu désobéis, c'est un bris de loyauté. On les prépare à quel genre d'intimité? OK, ça va là. On va là encore. Dans un sujet comme ça. Bien, c'est sûr. Expliquez-moi, ça ils m'intéresse. vont grandir. OK. Ils vont grandir, ces partages-là. Ah, c'est eux autres qui vont avoir des relations extra-conjugales. Parce qu'ils sont plus habitués d'être loyaux. OK. T'en manques pas une, hein? OK. C'est pas du tout ce que j'insinue. Non? Ah, OK. C'était quoi? Non, ça va... Écoute, ça va être très particulier. Puis d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de... Avec les enfants qui vivent des gardes partagées, je crains qu'il y ait une augmentation spectaculaire du célibat chez les adultes au Québec. Puis en plus, écoute bien, là, ils sont en garde partagée, puis ils sont en garderie. Ça commence à faire de l'obéissance à la messe. Oui. À la garderie, c'est de même ça se passe. Chez ta mère, c'est de même ça se passe. Chez ton père, c'est de même ça se passe. À qui tu désobéis dans la gang quand c'est contradictoire? Ou tu deviens soumis. Tu t'écrases, imploses, drogue, suicide, mutilation chez les filles. Là, il fut un temps aussi, c'était beaucoup l'obéissance aux normes religieuses. Ben oui, obéissance aveugle. Tu te mets à genoux, tu te lèves, le samedi soir. Nous autres, c'est le samedi soir à la messe, à 19h. Je manquais Walt Disney dans ce temps-là, j'haïssais bien ça. En plein milieu de Walt Disney, il fallait qu'on parte. Bref, mais il y en a beaucoup que c'était le dimanche matin. Fait que là, il faut que tu ailles là, il faut que tu t'habilles comme il faut. C'était plein de règles. Là. Oui.
Obéissance Puis aveugle. quelqu'un qui ne respectait pas les règles dans le temps. Puis le pire, c'est que je suis pas si vieille, là, mais je peux te dire, dans le temps, il se faisait regarder, là. Ouais. Puis ça jasait. Fait que là, il y avait les normes religieuses, il y avait les normes sociales. Hey, ça se fait pas. Non. Tu t'en vas quelque part, ça te prend ton veston. Non, hey, ça te prend ton chapeau, là. C'est les normes sociales. On c'est comme si on n'arrêtait pas de se normer, de mettre des normes. Exact. Parce que là, il y a les règles familiales aussi. Bien, ça prend dès qu'il y a 2 personnes, ça prend un dominant. Dès qu'il y a un groupe, ça prend un dominant. Ça prend un gourou. Dès qu'il y a 2 personnes, ça prend un dominant. Dans la plupart, c'est une minorité d'adultes qui sont suffisamment respectueux de l'autre pour établir un rapport égalitaire. C'est très minoritaire. Et ce n'est pas incité, ce n'est pas cultivé. On n'en parle même pas. Je suis le seul qui parle de ça. Dans la plupart des relations conjugales, il y en a un qui mène puis l'autre qui est mené. Maintenant, ceci étant dit, il y a des cervelles faibles qui ont avantage à côtoyer, à vivre l'intimité avec une personne plus forte. Puis comme ils n'ont pas de jugement, un des deux peut très bien prendre le lead. Mais le boss, le rapport dominant-dominé a une caractéristique, c'est que le dominant écrase le dominé. Le plus intelligent lead, amène, entraîne le partenaire qui est démuni. Parce que moi, je suis habitué, là, je vois beaucoup de... Oui, mais ça va Je vois beaucoup de couples où, par exemple, il y en a un qui est déficient léger, puis l'autre est d'intelligence pas pire. Oui, ça, je comprends, mais vous m'avez interpellé sur quelque chose, là. L'intelligence va-tu nécessairement avec la personne qui contrôle l'autre? C'est tout le temps l'intelligent qui prend le lead? Non. OK, ouais, c'est ça. Non, pas nécessairement. OK. La plus grande gueule. Bon. Le plus irrespectueux. Dans le rapport dominant-dominé, c'est le moins respectueux qui domine. OK. Alors, il peut être le plus... Maintenant, à ne pas confondre, dans des relations de couple où il y en a un qui est nettement moins talentueux que l'autre et c'est le plus muni qui décide. Par exemple... Finance. Oui. La gestion du budget, il y a des personnes, soit que l'intelligence est faible ou soit que le jugement est très faible. Alors, c'est le meilleur des deux qui prend les décisions importantes, là. Ça, c'est pas dominant-dominé, c'est pas un boss puis l'autre qui obéit. Dans les rapports dominant-dominé, je répète, c'est un rapport aliénant, puis c'est un rapport écrasant. Et tu peux être sûr que ça écrase solide. Soit que ce soit un employeur. Les employeurs qui ont des pénuries de main-d'œuvre, là, ils pourraient peut-être se regarder un peu. Je sais qu'il y en a une couple, là, ils sont pas accueillants pour leur main-d'œuvre, soit dit en passant. Il y a des parents qui sont drôlement écrasants pour leurs enfants, malgré qu'ils ont à peu près pas d'enfants, ils réussissent à les écraser. Tu sais, lorsqu'il y en avait 8-12, là, disons qu'à un moment donné, il fallait lever le ton. On peut comprendre ça. Mais avec un ou deux, là, lever le ton... On va aller à la pause. On aimerait vous entendre là-dessus. C'est quand la dernière fois que vous avez refusé d'obéir à un ordre? Puis c'était qui vous donnait cet ordre-là? Moi, je serais curieuse de savoir, ils s'en donnent-tu des ordres dans la maison? Non, mais parents, enfants, là, il y en a beaucoup qui voient ça comme ça, là, hiérarchie, autorité. Mais entre deux personnes là, qui vivent en relation intime, vous et votre conjoint vous donne-tu des ordres? Ou vous rendez-vous compte que vous donnez des ordres? Je serais curieuse d'y aller, là. Ça peut être bien enrobé. Oui, allons-y. Mais ça peut être dans tout, là. Si vous avez refusé d'obéir à un ordre à votre travail, tu sais, que ce soit au niveau, comme on le disait, là, même à votre mère, en tant qu'adulte, là. Hey, il y a un party de famille, là. Faut que tu sois là. On veut vous entendre. Noël s'en vient.
25 226 par texto ou encore 1-877-670-9330. C'est intéressant, je suis en train de lire, mais ce serait bien plus fun de vous parler. Là. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. On parle de l'obéissance aujourd'hui, puis c'est quand la dernière fois que vous avez refusé d'obéir à un ordre. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, c'est qui essaye de vous bosser? C'est qui, dans votre vie, là, essayez de prendre un recul. Là. C'est qui essaye le plus de vous bosser? C'est-tu votre mère? C'est-tu votre conjointe ou conjoint? C'est-tu votre boss? Des fois, ça peut même être une sœur. Je sais pas pourquoi je suis toujours au féminin, mais en tout cas, c'est qui essaye le plus de vous bosser? Oui, c'est vraiment fréquent. On a, On a ici, on a homme 28. Il arrive que je demande l'approbation à ma conjointe, comme pour exemple une fin de semaine de pêche avec mes chums. Si elle me dit non avec de mauvaises raisons, j'y vais pareil. Qu'arrive-t-il à votre tour? C'était ça. C'est pour ça qu'il faut être intelligent pour désobéir. Tu sais, si vous le payez pendant 4 semaines après, là, ça valait ça la peine? Oui. C'est un exercice de réflexion, la désobéissance. Oui. Demander l'approbation d'une conjointe pour un homme adulte, c'est vraiment humiliant. Il y a une différence entre planifier exact. La vie, sa vie, la vie de la famille, échanger, planifier, ça peut se faire à deux. Demander l'approbation, c'est qu'on demande la permission à l'autorité. J'aime vraiment pas ça. Et c'est très, très, très répandu. Tu sais, vos jeunes, là, exemple, sont dans une ligue de baseball. Puis là, il y a un horaire, les pratiques, les matchs, les tournois. Puis là, une fin de semaine de pêche arrive. Tu sais, de dire, on a tout de quoi à l'horaire cette fin de semaine-là? Ça, c'est correct, ça. Comme vous dites, ça, c'est de la planification. On échange puis on planifie. C'est ça. Ben oui. Mais c'est pas demander, hey, je peux-tu à la pêche? Ah non, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Le rapport dominant-dominé est très majoritaire dans la nation canadienne-française. On a été domptés à ça et ça continue. Puis d'ailleurs, même les parents séparés, José, le dominant continue sa job d'écrasement. Comment? Il dénigre régulièrement l'autre parent auprès de l'enfant. Ça se fait à tour de bras. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes séparés que ça arrête l'histoire du dominant-dominé, là. Non. Bien, ici, on a, justement, concernant la garde séparée, là. Oui. Attendez, ça va la garde partagée. La garde, c'est ça, exactement. Je vais le retrouver, là, mais c'est parce qu'en garde partagée, c'est pas toujours évident. Parce que ce que j'en lis, que les gens nous disent, c'est que c'est 2 façons de faire différentes. Il y en a un, il dit, j'ai 3 enfants, c'est une femme, j'ai 3 enfants en garde partagée. Quand les enfants reviennent de leur semaine chez leur père, ils sont comme fous. Ils ont peur de lui, donc n'osent jamais désobéir. Alors, rendu chez maman, c'est la folie et tout ce qu'ils ont retenu en dedans pendant une semaine ressort. Très fréquent. Le genre s'est fait aller toute la semaine. Ben oui, ils ont peur de lui. Ils intimident. Fréquent. Mais c'est plate pour celle qui a ramassé ça. Là. Ça s'arrête. Non, ça ne s'arrête pas là. Là, non seulement ils ont intimidé, mais souvent, il a dénigré la mère des enfants allègrement. Et lorsqu'ils sont instruits, ça peut être très subtil. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Mais ta mère avait la tête où, donc? Tu sais, hey. Juste avant de parler avec Alain, femme 39, boy, mon conjoint est aussi pire qu'un boss par bout. C'est fatigant à croire que je n'ai pas de jugement. Ouais. C'est ça, le rapport dominant-dominé. J'aimerais ça aller plus loin, là. Sur quoi qui vous bosse, là? Oui. Appelez-nous ou racontez-vous. Parce que le rapport dominant-dominé prive l'autre de ses capacités. Écrase l'autre. Madame, votre conjoint, là, il n'a pas envie que vous vous épanouissiez. Mais pas du tout. Puis il va aller loin pour vous en empêcher. On va parler avec Alain. Bonjour. Bonjour, madame, monsieur. Ça va bien? Alain. On vous écoute. Oui, c'est moi. Oui, allez-y. Vous m'écoutez, là? Oui.
Bon, dans toute ma vie, moi, les personnes avec lesquelles j'ai eu souvent à dire que j'obéissais pas, ce sont mes patrons. Êtes-vous là? Oui, oui. Tout à fait. Ben Oui. Bon. Moi, j'étais gestionnaire. J'avais un poste élevé dans la structure. Oui. Et quand je voyais le vice-président ou le président me dire tu vas faire ci, ça, et que je trouvais que cette chose-là ne tenait pas la route, Oui. j'expliquais pourquoi ça tenait pas la route. Oui. Et par après, s'il voulait pas me donner raison, je disais prends-les toi-même la décision. Moi, j'en prends pas de décision là-dessus parce que ça tient pas la route. J'ai fait ma vie comme ça. Je suis très heureux d'avoir fait ma vie comme ça. Et souvent, j'ai eu raison, mais ils n'ont jamais voulu admettre. C'est fréquent. Ce que vous déplorez ce matin, Alain, là, c'est monnaie courante dans notre nation. Ailleurs, dans les autres cultures, je ne le sais pas, mais c'est très fréquent. Très fréquent. Ben oui. Ben oui. C'est moi qui ai le boss. Ben, c'est moi qui ai le boss, c'est moi qui mène. C'est ça, la culture. C'est omniprésent dans notre culture. Il y en a qui ont l'impression, je pense, que c'est un signe de faiblesse. Admettons là, que tu es dans un travail, puis là, tu as un ordre, puis là, tu vas voir ton boss, puis tu dis, ça n'a pas d'allure, cet ordre-là. Il y en a combien de patrons qui vont dire, ben, c'est quoi, devant tes arguments, je dois dire que tu as raison. Oui. Encore faut-il... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Il y a 2 mots que vous avez mentionnés. Alain, vous avez dit, j'expliquais mon désaccord, et toi, tu réfères à un argument. C'est que lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est important d'être capable de l'expliquer, de le mettre en mots. Et ça ne fait pas partie de notre culture non plus. Ah, ben on est souvent, le monde, devant l'autorité, se plie. Oui. Ayant peur de perdre leur job. Alain, comment était votre mère avec vous lorsque vous étiez jeune? Est-ce qu'elle acceptait à un moment donné que vous soyez pas d'accord? Moi, j'ai eu une drôle d'enfance, en ce sens que ma mère a été malade, elle a été à l'hôpital pendant plusieurs années. Donc, on a été élevés, comment je dirais bien ça, on a été élevés avec notre confiance en nous et je ne sais plus comment vous le dire, là, mais on a été élevés comme ça. Êtes-vous en train d'insinuer que dans votre cas, le fait de ne pas avoir eu de mère vous a permis de grandir davantage que si vous en aviez eu une? Ah, ce serait dur de dire ça. C'est vicieux comme question, là. J'ai pas eu la chance d'avoir une mère jeune parce qu'elle était malade, elle était à l'hôpital. Est-ce que c'est mieux d'avoir une mère malade ou d'avoir une mère écrasante? Moi, si j'avais eu une mère écrasante, je serais parti de la maison jeune. Merci. J'aurais disparu. Merci de votre appel, Merci Alain. beaucoup. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Avant d'aller à la pause, femme 33 ans. Celle à qui j'ai le plus désobéi, c'est ma belle-mère. La mère de mon conjoint a essayé longtemps de gérer nos vies, gérer quand nous allions avoir des enfants, gérer notre maison. Elle allait même jusqu'à essayer de gérer ce que je pensais de mes parents en nous jouant dans la tête, etc. Quand j'ai commencé à lui désobéir, confrontée, elle a commencé à crier sur mes enfants et jouer à la victime. Alors, j'ai juste coupé les ponts. Ouais. Ce n'est pas rare. Ça fait partie de notre nation. Pas rare. Rapport dominant-dominé. Il y a de la femme qui veut dominer au Québec et écraser comme... J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dans d'autres cultures. On va à la pause. C'est qui essaie le plus de vous bosser dans votre vie? C'est qui tente de vous bosser le plus dans votre vie? Est-ce que vous êtes du genre à vous soumettre? Tu sais, il y en a qui disent « Ah, on va acheter à paix ». Mais dans le fond, quelqu'un qui dit ça, là, c'est quelqu'un de soumis à quelque part, là. Ça dépend. Ça peut refléter une personnalité faiblarde. Bon. Et c'est de naissance. Ou encore, c'est brillant. T'achètes la paix dans ce cas-là pour pouvoir passer d'autres choses. Bon, on a le droit d'être hypocrite. L'hypocrisie légitime mérite certaines lettres de noblesse. En fait, c'est ça, le mot que je cherchais tantôt, là. C'est un ordre légitime. C'est pas pareil comme un ordre tout croche. Oui. Quand c'est légitime,
Ben oui. que tu acceptes, entre guillemets, que tu obéisses. C'est juste correct. Mais quand ça devient non légitime, que c'est là que les gens qui réfléchissent, qui ont assez de personnalité, là, une force. D'ailleurs, les dominants qui veulent écraser quelqu'un d'autre, soit un enfant ou un adulte ou un employé, vont essayer de trouver une façon de donner des ordres idiots, insignifiants, simplement pour faire obéir la personne. Ils vont trouver une façon. Tu sais, ils veulent avoir raison juste pour avoir raison. Là. Oui. Ouais. Et il y a des conséquences pour à ça. soumettre l'autre. On a une femme de 25 ans qui a écrit 25, là, OK? S'il fallait que je désobéisse, mon père criait tellement fort. Maintenant, aussitôt que j'argumente avec quelqu'un et que le ton monte, je me mets à pleurer. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, madame. C'est épidémique. C'est épidémique au Québec. Les jeunes femmes qui ne tolèrent pas qu'on parle fort parce qu'elles se sont faites crier par la tête, particulièrement intimidées par le genre à la maison. Il y a des genres qui ont découvert qu'avec les fillettes, lorsqu'ils haussent la voix, c'est très efficace, puis ils vont même jusqu'à les faire uriner dans leur culotte. Alors, ça traumatise à vie. Et le traumatisme va se refléter dans la jeune vie adulte. Lorsque quelqu'un va élever le ton, elles figent, elles deviennent paralysées, se sentent mal, sont incapables de se défendre, de répondre, perdent toute leur répartie, leurs moyens, leur capacité d'argumenter. Très fréquent. Vous reconnaissez-vous? 25-226 au téléphone. Femme, 29 ans. Moi, je ne veux pas bosser dans la maison. Mais mon conjoint veut que je décide pour beaucoup de choses et souvent, ça devient fatigant. Il me demande la permission pour des choses et je lui dis d'arrêter de faire ça, j'aime pas ça. Par contre, quand je lui démontre mon désaccord sur une décision, il me traite de germaine. Ben oui. Alors, il y a énormément d'hommes immatures, qui n'ont pas grandi, les gardiennes puis la mère se sont attelés sur eux autres et les ont écrasés. Qu'est-ce que ça... Tout à l'heure, je t'avais prévenu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Si on écrase les enfants, ils vont être incapables d'établir un rapport décent dans l'intimité jeune adulte. Ben oui, c'est la conséquence. Autrement, on n'en parlerait pas ce matin. Fait que lui, son conjoint, il se serait fait écraser. Ben oui, c'est évident. Assurément. Là. Oui. Alors, il y a toujours deux possibilités, inné ou acquis. Alors, ou bien votre conjoint est un faible de nature dans sa structure de personnalité, ou bien il a été solidement écrasé par la mère et les gardiennes. Alors, les bébés qui vont sortir des garderies d'État, là, imaginez que vous êtes en train d'en fabriquer, là. Parce que ça, là, dans des garderies d'État, ça obéit au doigt et à l'œil. Ils n'ont pas le choix, ils en ont 12. Ils en ont 8. Alors, il faut qu'ils les dressent très tôt à obéir au doigt et à l'œil. Mais oui, c'est le fonctionnement de la garderie d'État. Appelez-nous, là. Oui. Appelez-nous, là, les auditeurs. Parce qu'on a des bonnes histoires par texto. Ça serait bien plus fun d'aller plus loin, là. Gênez-vous pas. 1-877-670-9330. Femme 33. Mon conjoint me donne des ordres concernant les tâches à faire. Je fais ici une parenthèse. Ça se peut-tu qu'il y ait de plus en plus... Tu sais, avant ça, on disait que c'était les femmes là, qui donnaient des ordres. Ça se peut-tu que la tendance soit en train de changer? J'en ai une couple là, de femmes qui écrivent pour dire que c'est les hommes qui donnent des ordres. Non, bien, ça existe aussi. Alors, dans les rapports au Québec, dans notre culture canadienne-française, la majorité des relations conjugales, c'est la femme qui mène. Mais il y a un pourcentage significatif où c'est l'homme qui mène, qui donne les ordres. Mais plus souvent, c'est la femme qui mène, mais aussi, il y a des hommes irrespectueux qui donnent des ordres. Ils ont été bossés jeunes, ils ont appris et ils répètent. Alors, lorsque vous dominez un enfant, il y a des risques qu'il se soumette dans l'intimité plus tard, qu'il soit incapable de prendre sa place, ou qu'il s'identifie à l'abuseur, au dominateur, et qu'il devienne lui-même
dominant, écrasant, même à son insu, il s'en rend pas compte. Hein? Qu'est-ce que tu me dis là, toi? Ben oui, ben tu donnes des ordres. Ah, écoute-toi parler. Comme là, cette femme-là... Oh! Cette femme-là, elle dit, parce qu'il me donne des ordres concernant les tâches à faire, je n'obéis pas dans le sens où je fais certaines tâches selon ce qu'il m'adonne, mais pas selon ses demandes. J'essaie de donner des ordres à mon conjoint, principalement concernant des tâches aussi et concernant les enfants. Il est incontrôlable. Un vrai cheval sauvage dans toutes les sphères. Donc, il fait ses tâches aussi, mais selon son rythme et ses décisions. Nous sommes comme deux cerfs qui s'affrontent pour dominer l'autre, mais il n'y a jamais de gagnant un peu épuisant. Ben oui, c'est la pérennité de la relation est mise en cause. Je veux dire, c'est pas sans raison qu'on en parle. Alors là, les deux veulent dominer. Mais qui va avoir le dernier mot lorsque les deux veulent dominer au détriment de l'autre? Madame, si vous vous en rendez compte la première, essayez de d'abord prendre conscience de votre comportement et arrêtez ça. Et deuxièmement, interpellez-le, pas devant les enfants. Écoute, on va jaser un petit peu tranquillement, là. Moi, tes ordres, là, tu peux te les fourrer où je pense, là. Hein? Je te donne pas d'ordre? Ben oui, garde. Puis vous écrivez des phrases. Vois-tu, là? Je vais te lire exactement ce que tu m'as dit. C'est un ordre, ça. Ah! On s'en va à Montréal, on va parler avec Pierre. Bonjour. Oui, bonjour. Pierre. Oui, je voulais simplement partager une petite expérience. Ma fille fréquente une école primaire, puis pendant les dîners, on m'avait reproché à un certain moment de donner du popcorn comme collation au dîner, mais je veux dire, c'était du maïs sans sel, sans beurre. Puis, moi, je suis allé discuter avec les éducatrices, puis, je veux dire, mon point étant que c'est une collation totalement santé et que même si je voulais, dans un certain cas, donner une collation qui n'était pas nécessairement santé, ça les regarde pas. Parce que eux-mêmes vont donner... Attendez un peu, là. Attendez un peu. On a eu un appel, là. On a eu un appel récemment qui m'a laissé de l'amertume en bouche, là. Où on a prétendu, une jeune femme prétendait que... Écoute, la façon dont on dressait les enfants, là, ça ne regardait pas l'État, c'était privé, ça, là. Bon. Alors, est-ce que votre fille a un problème de poids? Non. Ouais, continuez. Il n'y a pas de problème de poids. Non, parce qu'avec un problème de poids, 100 grammes de popcorn, là, c'est 74 grammes de glucides, de sucre. Ouais. Allez-y, continuez. Pas de problème de poids. Continuez. Non. C'est ça. C'est que ce qui se passe, parce que eux-mêmes, ils vont avoir des activités, par exemple, à l'école, puis ils vont récompenser les enfants en leur donnant des bonbons, ou en leur donnant des chips, ou en leur donnant des cochonneries. Donc, d'une main, ils vont dire non, tu peux pas avoir ne serait-ce que du popcorn comme une collation occasionnelle dans ton lunch, mais de l'autre, on va te récompenser avec ça. Donc, je trouve que ça l'envoie un drôle de message. Puis en même temps, pour moi, je veux dire, je regarde, mettons, le lunch de quelqu'un à côté, puis il y a des viandes à sandwich qui sont totalement mauvaises, là, dans un sens du ballonné, là, je suis pas certain que c'est super nutritif. Là. Puis, je veux dire, Pierre, on va faire attention ici, là, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas le moyen d'acheter autre chose que du ballonné. Ah non, ça, c'est sûr. Il s'est mangé et il se mange du ballonné au Québec. Vous avez même pas idée. Non, c'est clair. Il s'en est mangé une tonne puis une autre de ballonné au Québec. Parce qu'il y a du monde qui n'avait pas de maudite scène. C'était du poulet pressé, hein? Ouais, du poulet pressé et du ballonné, là. Alors, on va faire attention. Ouais, ben, en fait, moi, comment vous avez été reçu par les bonnes femmes, là? Vous êtes allé vous adresser, espèce de genre, là, mettre un peu d'ordre dans le poulailler. Comment vous avez été reçu? En fait, premièrement, ils ont très peu de contestation, ces gens-là. Puis donc, en tout cas, de mon expérience... Comment avez-vous été reçu par les bonnes femmes à l'école? Ils étaient sur la défensive. Oui. Puis, en fait, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Puis, c'était pas dans un ton accusatoire non plus.
dans le fond, ce que je discute avec eux, c'est sont pas qui sont-elles, dans le fond, pour juger ce qui est nutritif ou pas? Parce que dans un sens, ce qu'on m'a dit comme excuse, finalement, c'était c'est parce que les autres enfants voient qu'il y a du popcorn puis ils en veulent eux aussi. Oh, puis je suis là. OK, parfait, le problème est réglé. Alors, du maïs sans sel, sans beurre. Josée, tu es l'experte dans le domaine? Non, mais c'est très sucré en passant. Là. Pour un petit paquet, c'est 74 grammes de sucre, de glucides. Là. Oui, mais si elle n'a pas de problème de poids, est-ce qu'il y a un problème? Ah, bien ça, rendu là, c'est la décision des parents. Moi, Bon, Une parfait. fois par semaine, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Oui. Alors là, l'histoire des autres là, qui vont vouloir avoir du popcorn, là, ça tient pas en route. Alors, les Anglais disent, ils ont un dicton, no money, no candy. Correct? C'est ça qu'on dit aux enfants. Nous autres, c'est bien de valeur, on n'a pas d'argent pour t'acheter du popcorn. Fait que tu vas manger du ballonné. Je pense que c'est moins cher que le ballonné et le popcorn. En tout cas, c'est bon. Bye, Pierre. No money, no candy. Si on n'a pas les moyens d'acheter du popcorn, c'est bien de valeur, c'est ce qu'il faut dire à l'enfant. Et puis, à l'école, si l'enfant réclame du popcorn parce qu'il en a vu un autre, tu dis, hey, tu demanderas à tes parents de t'en acheter. S'ils ont les moyens, puis si ça leur plaît, sinon, ben, tu vas t'en passer. Je pense que c'est tabou, Non. ça, parler d'argent avec les enfants. Je pense que c'est un tabou, ça. Ben, les tinamis! Le tinami a de la peine parce que le tinami mange du ballonné, ne mange pas de maïs, de popcorn. Ça fait de la peine au tinami. Fait que tout le monde va être privé parce que les autres, ils n'ont pas le moyen. Avant Hey. d'aller à la pause, femme 28 ans. Oui. Mon père n'acceptait aucune désobéissance de la part de ses filles et de sa femme. Ma mère et ma sœur étaient soumises, mais il comprit vite qu'il aurait de la difficulté à me soumettre. Face à ma désobéissance, menace de placement en centre pour me casser. Aujourd'hui, il me dit fièrement qu'il détient le pouvoir de la famille et qu'à son décès, il allait me transmettre son pouvoir. Ridicule. C'est un homme. Ça peut être aussi une mère. Oubliez pas ça. Les menaces de placement, là, Ah, mais là, c'est le père. en centre d'accueil. Les mères, on a assez sur le dos, là, c'est le Oui. père. OK. Aucun problème avec ça. Alors, il y a la bonne femme dans le collimateur et les filles. C'est lui qui est le genre qui domine, puis écrase. Menace de placement, ça s'utilise couramment. Il y a plein de monde qui disent qu'ils aiment ça du ballonné. Avec un peu de moutarde de Dijon, c'est pas mauvais. Ouais. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. La dame qui nous a écrit pour dire que son père criait tellement fort que quand, aujourd'hui, comme adulte, elle entendait quelqu'un monter le ton, qu'elle se mettait à pleurer. Là. Oui. Il y en a plusieurs qui corroborent. Il y en a Oui. plusieurs qui disent le vivre, dont Oui. une femme. C'est épidémique. Elle dit J'ai vécu ça et je gère une entreprise. J'ai traîné ça longtemps, cette peur de ceux qui parlent fort, dû au fait que mon père criait. Oui. Puis, ils n'ont pas besoin, un homme n'a pas besoin de crier trop fort pour intimider la fillette. J'ignore par quel mécanisme, mais les fillettes sont très sensibles à la voix grave masculine d'une certaine force. Beaucoup moins d'impact auprès des garçons. C'est une particularité de genre. J'en suis convaincu. Tu sais, on a ici Homme 31 qui a Oui. une question. Il dit Si mes filles n'écoutent seulement que quand je hausse la voix pour écouter les ordres à la maison, je fais quoi pour qu'elles écoutent sans hausser la voix? Ben, c'est peut-être que l'émetteur d'ordre, c'est pas le bon micro. Avez-vous contemplé ça? Mes filles, là, si ça venait de leur mère dans un contexte d'affection, vous entendriez une mouche voler. Le genre qui a pas trop qui essaye de jouer avec l'intimidation, puis que le rapport est so-so avec ses filles, il va falloir qu'il parle fort, le genre. Parce que les petites, là, ils n'ont pas envie tellement de vous obéir, cher ami. Elles ont peut-être des bonnes raisons. Hein, vous auriez avantage à vous regarder. Mes filles, là, vous devriez consulter la mère. Comment tu t'y prends? Comment elles réagissent avec toi? Est-ce qu'elles réagissent de la même façon avec moi? Est-ce que ça vous arrive de donner des ordres idiotes?
Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive de donner des ordres tatillonnes? Un ordre ou une... Ah non, tatillon. Des ordres tatillons. Si vous n'avez pas compris, est-ce que ça vous arrive de picosser vos filles? Peut-être qu'elles commencent à en avoir plein le dos de vous. Vous avez 31 ans, mais vous pouvez être pesant. Y en a-tu qui ont mis fin au règne de peur, là? Moi, j'aimerais ça vous entendre. Tu sais, ceux qui se sont fait dominer, là, ou tentatives de domination, comme de la belle-mère, comme du père, comme le boss. J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. Pas facile. C'est laborieux, pas facile. Ouh, on se débarrasse pas d'une vieille peau comme ça. Ici, on a femme 40 ans. Parlant du service de garde de l'école, moi, ma fille est en 4e année. L'éducatrice réagit comme si les élèves étaient dans l'armée. Tous les élèves doivent se suivre en rang, les mains derrière le dos, sans dire un mot. Si un élève rit dans le groupe, il doit courir en rond 15 tours et plein d'autres punitions vues de mes yeux, là. Et moi, je paye 175 par mois pour que ma fille ne bouge pas et ne parle pas au service de garde. C'est aussi ça. Le rapport dominant-dominé, José, c'est pas drôle pour personne. Ça, c'est pas la première fois là, qu'on en parle. On a fait une émission là-dessus l'autre fois, là, les enfants qui n'ont même pas le droit de parler sur l'heure du dîner. Puis là, on apprend ça en plus. Ouais. Aïe, quel genre d'enfant. Tu sais, ça doit pas être facile, là. Mais des enfants écrasés, ça commence à la garderie d'État, puis ça se poursuit. Quand j'en voyais là, à Montréal, au centre-ville, là, sur le boulevard René-Lévesque, ça passait pile René-Lévesque, puis quand j'allais à CKC, puis régulièrement, là, il y en a une qui passait avec 5 ou 6 petits 3 ans qui devaient nécessairement tenir la poignée de la corde. Et pendant des années, je n'ai jamais vu un sourire. Il était rendu où, leur sourire? Femme, 22 ans. Après, on est surpris qu'il y ait 400 000 femmes aux antidépresseurs au Québec. Allons-y. Non, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Non, ça marche pas. Non. Femme, 22 ans. Dès mon jeune âge, mes parents, surtout ma mère, prenaient mal le fait que je leur désobéissais. Ils m'appelaient l'anarchiste. Ayant une grande sœur qui obéissait au doigt et à l'œil, il y avait un gros clash entre moi et elle. Quand ma mère frappait ma sœur, elle pleurait et moi, je riais. Rien ne me dérangeait et je les défiais souvent. Ma mère me disait « Tu vas finir BS en n'écoutant pas les règles. » J'ai maintenant ma propre maison, un bon travail et ma Audi de rêve. Ma mère me dit aujourd'hui qu'elle est fière de moi et que j'ai bien tourné. Votre mère, malheureusement, est une espèce d'hypocrite. Et méfiez-vous-en. Plus une femme est hypocrite, plus on doit s'en méfier. Homme 39, une femme cadre reprochait régulièrement aux hommes qu'ils parlaient fort. Pourtant, nous n'étions que dans de simples discussions. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à allumer. Oui, il y a des femmes cadres, puis au téléphone, on se fait dire ça. Je me suis déjà fait dire ça, moi, par des employés des agences de revenus fédérales, provinciales de baisser le ton. Et non. Quand j'appelle ou une fonctionnaire m'appelle, c'est pas elle qui va réguler mon ton de voix, là, quand je suis pas de bonne humeur. Hein? Quand on veut me soutirer, on veut me voler de l'argent, imagine-toi pas que je vais t'accueillir avec le sourire au téléphone, là. Ça se pourrait que je monte le ton. Puis viens pas réguler mon ton parce que, non, l'infantilisation de trop de femmes. Alors, la femme cadre peut utiliser le ton de voix masculin pour les infantiliser, les soumettre et les dominer. Ça peut. Mais il y a des limites au matriarcat, là, les amis. Mais il y a plusieurs femmes qui se reconnaissent là-dedans. Le gars, femme, 40 ans. Mon père était très autoritaire et mes frères et moi, nous ne pouvions le désobéir, sinon on avait des coups de ceinture. Ouais. Et ma mère subissait des remontrances du genre tu vas en faire des mauviettes. Aujourd'hui, moi aussi, quand on me parle fort, je pleure et je me sens nulle et je me dis que je ne mérite pas ça. C'est épidémique. J'ai mentionné, j'en ai le point, j'ai dit que c'était épidémique. Pourquoi?
parce que j'en ai vu régulièrement pendant 40 ans. Mais ça vient-tu tout d'avoir été crié après ou écrasé ou c'est vraiment genré? Non, c'est genré. Oh oui, il y a une différence énorme entre fillettes. Oui, j'ai mentionné... En partant, même une femme, ça s'est pas fait battre ou crier après, elle réagit quand un homme parle fort. Mais c'est pire quand elle a été écrasée, c'est tout ça? Bien, c'est-à-dire, une femme adulte qui n'a pas été écrasée, le ton de voix masculin, ça ne l'impressionne pas. Il faut que tu commences à les dompter et à les écraser petites. Alors, ça commence avec le géniteur, et puis après ça, ça va se poursuivre. Il faut que tu domptes à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Tu lui fais des gros yeux, puis tu prends ta grosse voix. Et c'est drôle, hein? Elles disent toutes que leur père criait après. Non. Grosse voix ne veut pas dire qu'il n'y a même pas besoin de crier. Seulement les gros yeux et la grosse voix, là, les petites filles, ça les terrorise. Oui. Gars, femme 37, mon beau-père criait beaucoup après mes petits frères. Je déteste quand les gens osent la voix, je deviens agressive. Ah oui. C'est ça fait rire. Il y en a qui pleurent, puis il y en a qui viennent agressifs. Ça braque. Là. Exactement. Oui. C'est un problème majeur. Il y en a plein. On pourrait faire l'émission juste là-dessus. Là. Oui. Et puis la plupart des pères, découvrent ça parce qu'ils le voient. Dès qu'ils haussent le ton, la petite a peur. Elle s'en va dans le coin, puis s'il continue, elle urine. On a rarement ce phénomène-là chez les petits garçons. Mais chez les petites filles, c'est très facile. Alors là, imagine, toi, le zouf, il a réalisé qu'il l'intimide. Il va-tu continuer? En passant... La mère ayant été intimidée elle-même, puis ayant peur elle-même, elle n'intervient pas. Tu sais, à la question qui vous bosse le plus, là, ça se passe beaucoup entre conjoints. Hein? Ça aussi, c'est très révélateur ce matin. Oui. Oui. On va aller à la pause. Je vais en lire un au retour. On va faire la pause tout de suite. On parle de désobéissance. C'est quand la dernière fois que vous avez désobéi et à qui? Mais on veut savoir aussi, c'est qui dans votre entourage qui vous bosse le plus? On veut savoir, c'est qui vous bosse le plus dans votre entourage parce que tout ça part de la désobéissance. Moi, ce qui me fascine, là, c'est ce que des mères ou des pères, là, mais quand je vais vous parler, là, c'est l'imagination qu'ils ont pour se faire obéir. Tu sais, il y en a une, là, la génitrice de l'homme de 33 ans. Elle lui a dit à plusieurs reprises dans l'enfance que si il désobéissait, qu'elle allait tomber en chaise roulante à cause du stress qu'il allait lui causer. Ouais, faut le faire, là. Des menaces comme ça fonctionne. Elle a été surprise d'apprendre qu'à la préadolescence, ça ne me dérangeait pas qu'elle tombe en chaise roulante. Jamais elle n'a été capable de m'écraser. Pauvre femme. Les garçonnets sont plus difficiles en moyenne à écraser que les fillettes. Il y a vraiment une différence de genre importante suite aux menaces ou aux cris. Maintenant, il y a des petits garçons qui sont sensibles, intelligents et qui vont être très perméables aux menaces de ce type-là. Homme 30 ans, lui, il dit, moi, c'est le contraire. Enfant, je devais lever le ton pour me sentir entendu. J'étais le plus jeune de la famille, puis j'avais tout le temps l'impression que mes parents, frères, sœurs ne m'entendaient pas ou prenaient pas mon avis en considération. J'ai remarqué très jeune que si je faisais semblant d'être frustrée en levant le ton, tiens, là, on m'entendait et on écoutait plus. J'ai toujours détesté devoir faire ça, alors je ne l'ai pas souvent fait, mais c'était ça ou continuer à faire tout ce que ma famille voulait faire. Ouais. Oh oui, ça, parler plus fort, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'intimidation, là. C'est parler plus fort pour se faire valoir, pour se faire écouter ou être entendu. Oui, les derniers de famille, souvent, sont le produit d'un accident, entre guillemets. Et ça peut paraître dans l'attention qu'on va leur porter. Il y a toutes sortes de réactions aux derniers de famille. Il y a parfois une surprotection incroyable. Ils deviennent de véritables petits trésors ou sont presque complètement ignorés. C'est un restant, là. Oui. Oh, oui. Il y a beaucoup d'un ou l'autre. Ça pourrait être intéressant de faire un émission là-dessus sur le rang dans la famille. Il y a le premier aussi. Oui. Qui peut être vu comme un trésor national.
Oui, un trésor national, puis il peut être utilisé pour se faire les dents. Il y en a une femme de 30 ans qui réalise aussi. Elle dit, je crois que je viens de comprendre pourquoi je pleure pendant des chicanes. Je perds mes arguments. Pourtant, je suis très articulée. Ça me fâche quand ça arrive et je viens de faire des liens. Il fallait obéir à la maison. Ouais, il fallait obéir à qui, pour la femme? Écrivez-nous. Il fallait obéir à tout prix. À qui? Sinon, quelle était la menace? Il fallait obéir. Oh oui, puis les... Ça va jusque-là. Moi, ça serait le fun. J'aimerais ça, là. Moi j'haïs ça, quelqu'un qui crie. Ça, je le sais, là. Mais j'en perds pas mes moyens, par contre. Bon. Ça fait que j'aimerais ça qu'une femme appelle, tu sais, comme elle, un autre, la femme 41. Moi, je pleure quand quelqu'un hausse le ton. Je ne me suis pas fait dominer par mes parents, mais par mon conjoint pendant 20 ans. Je travaille fort là-dessus présentement pour reprendre mon pouvoir. Mais celle qui pleure, là, quand quelqu'un... j'aimerais ça qu'il y en ait au moins une qui nous appelle. Madame de 40 ans, 41 ans, appelez-nous. Je soupçonne que vous venez de vous conter un royal mensonge. En protégeant quelqu'un? Ouais. Il y a des parents qui sont vachement hypocrites, qui enrobent leur merde, t'as même pas idée. Madame, comment se fait-il que vous avez vécu avec un homme qui vous écrase pendant 20 ans de temps, alors qu'avant, vous aviez du pouvoir, vous l'avez perdu à cause de lui? La question, c'est en aviez-vous vraiment? C'est ça? Du pouvoir? Ben oui. Pour demeurer avec un torchon pendant 20 ans, qu'est-ce que ça prend? Un bon parentage? Non. Une femme qui a été bien parentée ne peut pas endurer un torchon pendant 20 ans. Impossible! Oubliez ça. Homme, 25 ans. La fille de ma conjointe a 5 ans. Elle se referme sur elle-même et se met à pleurer dès que nous élevons un peu la voix. L'école a remarqué la même chose et nous recommande de la médication contre l'anxiété. Entre majuscules, elle a 5 ans. Bon, il y a des enfants, il y a des fillettes très sensibles à ne pas médicamenter si elle est de nature très sensible. Et là, je demande, lorsque je recevais des enfants comme ça, à qui cet enfant-là ressemble? T'as pas idée ce que j'avais comme réponse. Souvent, des mères complètement étonnées me regardaient. Ben, comment vous avez fait de deviner ça? Ah, OK. Ben oui. Fait que ça serait plus de la génétique. Bon, ça peut. Ça peut. Maintenant, la fille de sa blonde, là, la fille de sa conjointe qui a 5 ans, sur quel ton lui parle le genre? Elle a un genre, elle a un géniteur, elle, là, la petite, là. Il se passe quoi derrière les portes closes entre le géniteur et la petite? C'est ça. Avant de penser aux pelules, là, moi, je penserais à la mère convoque le géniteur. Qu'est-ce qui se passe, là? La petite est terrifiée. Qu'est-ce que tu y fais? Mais il y en a qu'à l'inverse, comme là. C'est peut-être là aussi génétique, remarquez, là. Homme 36, 6 pieds, 5, 240 livres. Ma nièce de 3 ans. Je lève le ton parce qu'elle vient de faire une bêtise. Elle s'est plantée devant moi, me regardait avec un air défiant. J'en ai ri et j'ai plus jamais recommencé. Elle a 9 ans aujourd'hui, tout un caractère fort. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas la coutume, là. C'est pas la coutume. Il y a des enfants, effectivement, qui sont beaucoup plus frondeurs que d'autres. Ça va les provoquer. Oui, il y a tout ça qui existe. Maintenant, c'est pas la majorité, là. Oubliez ça. On va aller au Lac-Saint-Jean. On va parler avec Viviane. Bonjour. Oui, bonjour. Viviane. Bon, j'ose appeler un matin parce que moi, j'avais une mère, justement, qui était très, très, très dominante, là, qui nous menaçait toujours de crise ou de frapper. Puis maintenant, aujourd'hui,
c'est difficile en ce moment parce que je vis ça avec ma fille. C'est ma fille qui l'est vis-à-vis moi encore. Elle lève le ton, elle est violente envers moi, puis je paralyse. Je paralyse totalement. Puis là, en ce moment, je suis en période de je pourrais pas dire la crise, là, mais après-crise, là, mais je suis pas bien avec ça. Là. Ouais. Puis j'ai l'impression que je sors jamais de cette dynamique-là là, qui est... À toutes les fois que quelqu'un qui est violent, je paralyse. Ça a été de même avec les enfants de mon conjoint, qui ont été très violents envers moi. Par leurs mots, je me mets à pleurer. Puis à un moment donné, j'arrête. C'est trop. Puis je deviens comme Hulk. Je deviens, ben, on appelle ça l'acting out, là, je deviens complètement déconnectée. Je sais plus ce que je fais. Ben oui. Alors, puis maintenant, avec ma fille... Attendez un petit peu. Quand vous savez plus ce que vous faites quoi? Oui. Êtes-vous là? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous saviez plus ce que vous faisiez? On a hâte d'entendre ça, là. Ben, c'est que je suis partie. Je suis partie, puis quand je suis revenue, parce que je devais garder chez j'en parle, puis j'ai encore de la misère. Oui, vous êtes partie où? Ben, je suis partie de la maison, j'ai quitté. Oui, parce que je devais garder les enfants. Oui, puis, pour aller où? Ils ont été... Ben, pour essayer de récupérer, parce que j'étais dans un état lamentable. Puis, quand je suis revenue pour chercher mes affaires, son fils, il m'a écrasé le pied. Il venait me traiter de grosse vache. Il m'a écrasé le pied dans le porte. Oui. Quel âge avait-il? 30 ans. Mais ça marche pas, Viviane, là. Regardez, arrête un peu, là. Ça marche pas partout. OK. Vous avez quel âge, là? 60. Vous avez 60 ans. Bon. Puis votre fille a quel âge? Là, ma fille, elle a 30 ans. Elle a 30 ans. Vous vous racontez une histoire qui ne tient pas la route, là. Là, vous racontez une histoire que, à un moment donné, je deviens Hulk, que je sais plus ce que je fais. Vous avez très bien agi. Vous êtes parti. Oui, mais quand je suis revenue, il m'a sauté dessus. Oui, pas ça que je dis. Écoutez un peu, là. Bon, on vous a écouté un peu, là, puis écoutez un peu à votre tour. Vous essayez de vous faire croire que vous perdez la carte, que vous explosez comme Hulk, puis que vous perdez la carte. Allô, perte de carte? À qui vous avez raconté ça, là, votre histoire, là? Qui vous guide là-dedans? J'ai été suivie avec un neuropsy. Oui. Je rencontre un psychologue en ce moment. Oui. Bon, Est-ce qu'il vous a cru, le neuropsychologue ou le psychologue, lorsque vous lui avez dit que vous deveniez Hulk? Mais Hulk, monsieur, je viens que... Est-ce qu'il vous a cru que vous perdiez la carte? Monsieur Mailloux, qu'est-ce que vous comprenez dans le temps je deviens Hulk? C'est quoi vous comprenez, vous? Non, c'est pas moi qu'il faut qu'il comprenne, c'est vous qui devez comprendre vos comportements. Vous nous avez dit que vous perdez la carte, alors que vous êtes parti pour sauver votre peau. Est-ce que le psychologue a cru ça, que vous perdez la carte, que vous ne savez plus ce que vous faites? Je sais pas. Bon, ben, OK. On clarifie ça la prochaine session, d'accord? Bye, Viviane. Oui, bye. Ben oui, il raconte des histoires au psychologue. Le psychologue achète la sauce. Hey! Je sais plus ce que je fais, je suis parti. Mais ça se peut-tu que quelqu'un qui est tellement pas habitué de s'affirmer, que quand il s'affirme, il dit qu'il perd la carte? Oui, exactement. Puis, Viviane, elle est tellement en détresse qu'elle a embarqué le psychologue là-dedans. Hey, les psychologues, faites attention. Remettez en question, questionnez comme je viens de le faire. Bon, madame, vous venez de nous dire que vous perdez la carte. En rétrospective, après, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous avez perdu la carte? Et que vous ne saviez plus. Ben, je suis parti. Vous êtes allé où? Ben, je me suis pris une chambre en quelque part. Hey, vous avez pas perdu la carte, vous avez retrouvé la carte. Légère différence, José, là. Très bon. Légère différence, là. Viviane, là, on va y mettre les yeux devant un trou, là. Puis nous,
On va aller à la pause et on revient pour notre dernière partie de l'émission sur la désobéissance ou encore pour que vous nous expliquiez c'est qui essaye le plus de vous donner des ordres dans votre entourage. Alors aujourd'hui, dans cette émission, je vais arranger nos choses pour qu'il n'y ait pas de feedback à la radio. Donc, on parle de la désobéissance. Et on est beaucoup dans la famille, hein, parce qu'on se rend compte, comme dans plein d'autres sujets, que tout part de là. Bien, c'est là que ça commence. C'est là que le show commence. C'est là que les attitudes sont subies ou se développent. Il y a plein de menaces aussi qui se font à l'intérieur des maisons. Ouf! Ouf! Ça fait partie de notre culture. Tu vas aller en enfer. D'ailleurs, il y a des jokes là-dessus encore dans le Journal de Montréal ce matin. Là. Il y a les menaces d'enfer. Puis ça roule encore ce matin dans le Journal de Montréal. Concernant une des députées. Il y a des députés du Bloc qui ont sorti des affaires, là. Puis il y a une caricature sur une femme en bikini sur la plage avec une musulmane en burqa, tu sais. Puis ça fait référence à l'enfer. C'est actuel. Ouais. Mais même à des jeunes âges, là, faire des menaces, là, si tu fais pas ci, va t'arriver ça. Puis, tu sais, tu vas aller en pension, tu sais, ça se dit encore, là. Et tu vas aller dans un centre d'accueil. Homme, 27 ans. Ma belle-mère est une bonne matriarche. Rabaisse les enfants, aucun intérêt pour ses enfants, jalouse de sa propre fille. Et oui, Doc, elle n'est pas belle. De plus, aujourd'hui, on voit que les femmes ne prennent plus les critiques. Elles doivent avoir raison. En tant qu'homme assumé, je les remets à leur place. Et elles ressentent le besoin de crier lorsque je les affronte. Bon, moi, j'aimerais ça vous parler de vive voix, là. Appelez-nous. Vous titillez, José? Ah oui, il manque des choses, là. Il manque beaucoup de choses. L'empowerment, la prise de pouvoir de la part des femmes, c'est important. La prise de pouvoir de la part des hommes l'est tout autant. Parole de sagesse. Non, mais il manque le cher contexte. José. Un homme qui dit « je remets une femme à sa place il manque le contexte. C'est-à-dire, écoute, la susceptibilité féminine, là, de quoi vous parlez? Ça, je pense que c'est genre... Ah non, il y a beaucoup d'hommes susceptibles. Ah ben écoute, il y a un paquet d'hommes féminisés. Là. C'est ça. Ils ont été émasculés très tôt dans leur vie, je peux te l'assurer. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de 30 ans et moins hein, qui pleurent quand elles sont confrontées. Exact. Fait qu'il y a une question de génération, beaucoup, je trouve. Ah oui. Et le fait d'avoir des familles plus petites, regarde, tu prends 2 parents, 8 à 10 enfants. Écoute, c'est de la peau, là. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de faire des niaiseries avec les enfants. OK? On va au plus coupant dans les choses les plus importantes. Prends 2 parents, un enfant ou 2. Ils voient tout. On se les partage. Fait que quand il y en a un des 2 là, qui pogne un des enfants et qui l'a dans le collimateur, pauvre enfant. Une autre, là, femme de 35 ans. J'ai beaucoup de difficultés à me défendre lors de confrontations et je perds toute répartie. Je tente de ne rien faire paraître, mais je deviens très ébranlée. Mon père a été très contrôlant et m'a souvent menacé de me placer, comme vous le dites. J'ai également fréquenté des hommes très ordinaires. Quels sont les moyens? Vous en parlez très peu. Bon, quels sont les moyens? Rapidement. Regardez, oui. Remontez dans votre passé. C'est pas compliqué. Le père était très contrôlant avec vous. Où était la bonne femme? C'est quoi le rôle d'une mère? De laisser faire le genre? Madame, vous voulez remonter? On va remonter. Vous allez voir vos 2 parents tels comme ils furent. Puis un coup qu'on s'en rend compte, qu'on l'examine, la situation telle qu'elle est. Oui, bien, ça fait mal. Il y a une douleur qui va... Ça va faire mal. Je vous préviens, madame. Parce que votre mère, là, elle a laissé faire le genre parce que ça faisait son affaire qu'il vous écrase. Non. Oh, ça non, fait non. mal. Hypothèse, je suis dans le champ, là. José, Benjamin, il faut arrêter ça tout de suite. Faut arrêter ça. OK. À demain, Doc. Bye. Bye.
Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.